Donc bonjour à vous, merci d'être avec nous pour cette deuxième journée de la Biennale des objets connectés qui répond cette année à l'invitation du CIADEN et de son président Régis Banquet qui préside cette table ronde au titre notamment de son implication en tant que président de la commission eau de l'association Intercommunalité de France. Et je vais peut-être commencer par ça, Régis. Normalement tout est en place, hein, le mute, voilà, impeccable. Les micros prennent toujours des grosses claques en début de conférence. Et la question, oui, au sein d'Intercommunalité de France, il y a une réflexion, évidemment. Un certain nombre d'intercos sont en charge des questions de l'eau, mais cette gouvernance de l'eau, elle pose question depuis un certain temps. Rares sont les syndicats départementaux de l'eau. On a parfois des syndicats qui sont sur, effectivement, des zones dispersées. On a même des communes. Moi, je me souviens, la MRF, il y a quelques années, militait pour le retour de la régie communale de l'eau. On en est où de ces questions de gouvernance de l'eau? Et plus loin, au sein de cette commission, quels sont les principaux enjeux identifiés par les territoires en matière de gestion de l'eau? Régis, c'est à toi. Alors, l'eau, depuis Manon des Sources, je dirais, ça suscite les passions. Et aujourd'hui, on se rend compte, il n'y a qu'à voir ce que l'on vit au quotidien, que l'eau est un sujet éminemment politique, même si... autour de la table, tout à l'heure, ce sera plutôt des sujets techniques qui vont être abordés, mais ces sujets techniques vont nous aider à prendre les bonnes décisions politiques. Mais avant, je dirais qu'on a besoin, 1, de clarté, 2, de vision de long terme, et 3, de courage politique. Et ça, aujourd'hui, je ne le vois pas trop. Je ne le vois pas trop parce que quand je parle de clarté, de vision de long terme, ça voudrait dire qu'il y a une gouvernance claire de l'eau. Aujourd'hui, quand on parle d'eau, il y a peut-être 8 à 10 ministères qui s'occupent de l'eau. Le ministère de l'écologie, le ministère de l'agriculture, le ministère de la santé, etc., etc., etc. Comment voulez-vous que ces ministres tombent d'accord? Ils ne tomberont jamais d'accord sur une vision claire et de long terme et un cap fixé. Donc, alors je ne dis pas que je milite, mais j'ai dit ça sous le ton de la boutade, mais c'est une réalité. Peut-être que demain, il faudra envisager un ministère de l'eau pour avoir une vision claire de ce que l'on veut faire avec l'eau. Parce que l'eau, pour moi, c'est l'enjeu majeur des prochaines 30 années. J'en suis convaincu. Et l'eau nous conduit à parler de souveraineté industrielle, parce que tous les process industriels ont besoin d'eau aujourd'hui. Souveraineté énergétique. Je ne vais pas faire... mais les centrales nucléaires, par exemple, ont besoin d'eau. Et souveraineté alimentaire, parce qu'il faudra bien partager l'eau pour que nos agriculteurs puissent nous nourrir demain et faire en sorte que notre pays soit plus indépendant que ce qu'il est aujourd'hui en termes de nourriture. Et donc, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la puissance d'un territoire, la puissance d'un pays, sa capacité de développement, sa capacité d'attractivité, elle sera intimement liée à sa faculté de porter une politique de l'eau claire et visionnaire. Et ça, j'en suis convaincu depuis longtemps. Je me bats, par exemple, aux côtés des opérateurs français qui ont quelque part une vision qui se rejoint avec la nôtre. Mais je pense qu'encore, on n'a pas pris, je dirais, la dimension que peut avoir l'eau demain sur nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, on vit des moments un petit peu chauds, hein, vous l'avez senti tous, et Dieu sait qu'ici, vous avez de la chance, il fait moins chaud qu'ailleurs, paradoxalement, mais ce changement climatique, il est là, il nous bouscule, il nous demande de nous adapter et réfléchir. Pour faire ça, il faut, avoir la vision politique et la capacité de la porter, et 2, avoir les outils, et les outils, on va en parler, je pense, tout à l'heure, les outils pour nous aider à prendre les bonnes décisions et à gagner du temps sur la nature qui nous propose une course-poursuite aujourd'hui. Elle court 100 mètres et nous, on court 100 mètres avec un sac à dos de 20 kilos. Et donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut rattraper ce que nous propose la nature comme défi. Et ce défi-là, bien, il passe par, je dirais, notre adaptation à la politique de l'eau qui doit être
portée au niveau national plus clairement que ce qu'elle est portée aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir ce propos, comme on applaudira les autres. Parce que, effectivement, ça nous donne le cadre à la fois stratégique et politique. En fait, si je te comprends bien, c'est déjà une urgence. C'est une responsabilité à prendre, c'est pas une responsabilité à laisser traîner, parce que effectivement, c'est un sujet pour les collectivités que de garantir un accès équitable à une eau de qualité, et c'est déjà un problème. N'attendons pas que les voyants soient au rouge, ils sont déjà à l'orange. Et on va avec Aurélie Collag, donc qui est déléguée générale de la FP2E, les entreprises de l'eau. On va déjà représenter cette fédération, ça me paraît important que tout le monde ait en tête et que les collectivités en tête, les interlocuteurs fédérés autour de toi Aurélie. Mais derrière, voilà, ce qu'on souhaitait faire, c'est un 360, un partage aussi de cette vision stratégique, mais côté entreprise de l'eau. Merci beaucoup Sébastien. D'abord, merci pour l'invitation à la Biennale. Merci aussi au président Régis Banquet, avec lequel on a eu l'occasion de travailler à des propositions communes il y a plusieurs mois sur les enjeux de l'eau. Donc merci pour l'accueil dans cette belle cité de Carcassonne, où effectivement il fait moins chaud, nettement moins chaud qu'à Paris en ce moment. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des îlots de fraîcheur et qu'on en voit la traduction concrète dans nos vies au quotidien. Alors, la Fédération des entreprises de l'eau, elle accompagne les collectivités, généralement par le biais de délégations de services publics, c'est-à-dire qu'elle endosse la responsabilité de la gestion des services sous l'autorité des collectivités locales. Donc, je représente les entreprises comme Veolia, Suez ou SOR, également des ETI comme Sogedo ou Aqualia France, qui gèrent des collectivités un peu plus petites. Et on couvre à peu près la moitié de la population française, à la fois pour l'eau potable et pour l'assainissement. Donc on a une longue tradition d'accompagnement des collectivités, et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à la question de Sébastien, je vais peut-être vous parler de ce que nous identifions comme les facteurs majeurs de changement par rapport à hier. Qu'est-ce qui change dans la gestion de l'eau pour nous en tant qu'opérateurs, pour les collectivités, pour les territoires, qui vont nécessiter des solutions différentes pour demain. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que les services d'eau d'assainissement, ils sont confrontés à des enjeux stratégiques de sécurité environnementale, de sécurité sanitaire et de sécurité économique. Alors d'abord, il y a un enjeu de disponibilité parce que pendant très longtemps, la ressource en eau, elle a été peu questionnée, on l'a considérée comme abondante. Et vous allez voir que c'est important parce que la considérer comme abondante, ça veut dire ne pas la compter, ne pas la modérer, ne pas la recycler. Aujourd'hui, avec les effets du changement climatique, on constate que la ressource n'est plus disponible en permanence sur tous les territoires et dans les mêmes conditions. Ça, c'est un premier facteur de changement majeur. Et évidemment, les collectivités qui sont responsables de la gestion des services d'eau d'assainissement sont parfaitement conscientes et ont vu ce phénomène monter en puissance, mais pas seulement. Les Français aussi en sont conscients. Il y a 25 ans, il y avait à peu près 30% des Français qui considéraient qu'il y avait un risque de manque d'eau dans leur territoire. Aujourd'hui, ils sont 75%. Et cette étude, elle est réalisée chaque année. Je pense que si on l'a réalisée cette semaine, comme on est sur des sujets très météo-sensibles, vous auriez probablement 100%. Donc, il y a une prise de conscience du côté des Français. Il y a aussi une prise de conscience du côté des acteurs économiques dans les territoires. Je pense qu'il y a 7 ou 8 ans, quand vous demandiez à un directeur financier ou à un directeur des achats d'une entreprise quelle était sa facture d'eau, il pouvait peut-être vous donner un ordre de grandeur, mais en tout état de cause, il n'y avait pas de questionnement autour. Alors que la notion de facture énergétique était largement questionnée et intégrée dans les modèles économiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, il y a des activités économiques sur certains territoires qui ne se posaient pas la question de la continuité de l'activité liée à l'eau et qui demain vont se la poser. Je vous renvoie à ce titre à une étude très intéressante de France Stratégie qui s'est intéressée aux besoins en eau, à la demande en eau en France à l'horizon 2050. Alors c'est très intéressant parce qu'ils intègrent à la fois les besoins de l'agriculture, parce que quand on a des sols plus secs, on a davantage besoin d'eau, notamment pour l'irrigation. Et ils intègrent aussi le champ d'activités qui sont largement poussés par la France en matière d'attractivité économique et d'emploi. Et il ne s'agit pas d'y renoncer, mais je pense par exemple aux filières hydrogène, aux filières data center, aux batteries électriques, qui sont des secteurs qui sont très fortement consommateurs d'eau et qui vont avoir un impact au niveau territorial en termes de planification. Parce que, comprenez-moi bien, l'objectif, c'est pas qu'on consomme plus d'eau. L'objectif, c'est de mettre en adéquation des besoins d'un territoire
avec la disponibilité de l'eau sur ce territoire. Cette prise de conscience des acteurs économiques, elle amène aussi une réflexion nouvelle de la part des collectivités locales en termes d'aménagement du territoire, en termes de logement et en termes de prise de conscience de la continuité nécessaire de la disponibilité de l'eau pour soutenir l'activité économique et l'emploi. Ce facteur de changement, jusqu'ici, il était quasiment inexistant. Donc maintenant, il va falloir s'engager dans des trajectoires de sobriété. Je disais tout à l'heure, il va falloir compter, modérer et recycler. Alors compter et modérer, ça suppose d'avoir un accès renforcé à la donnée, d'analyser la donnée, d'en faire un élément stratégique pour pouvoir accompagner les collectivités dans la gestion de l'eau, dans la mise en place de trajectoires permettant aussi d'associer l'usager. Je pense que c'est un élément très important. L'usager a besoin de connaître sa consommation. Je pense bien sûr au compteur communicant, évidemment pour détecter une anomalie, une fuite, mais ça vaut aussi pour être partenaire de la trajectoire de sobriété qui peut être engagée par un territoire pour mieux comprendre, pour mieux agir et pour que cette stratégie territoriale qui peut être décidée par les collectivités, elle soit comprise et accompagnée par les usagers. Le deuxième facteur qui me semble très important de signaler, c'est qu'on va avoir besoin de la donnée de plus en plus pour accompagner les tarifications de l'eau, les nouvelles tarifications de l'eau, ou réfléchir à la façon dont on va équilibrer les modèles économiques. Je vous donne un exemple. Si une collectivité met en place une tarification saisonnière, elle va avoir besoin, d'une part, d'analyser très vite l'efficience de cette gestion de l'eau, parce que l'objectif, c'est sobriété en période de tension sur la ressource. Il faut donc s'assurer en temps réel que les tarifs un peu plus élevés qui vont être pratiqués vont avoir un impact sur la gestion de l'eau. Donc concrètement, il va y avoir une maîtrise des volumes d'eau potable consommés. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir prendre des décisions. Donc on est sur une logique de pilotage de la décision. Ça vaut aussi pour le financement des services. Alors il y a un paradoxe. Je crois que tous ici, on est convaincus de la nécessité d'engager des trajectoires de sobriété, sauf qu'aujourd'hui, les recettes des services d'eau et d'assainissement, elles sont assises sur les volumes consommés. Donc plus vous consommez, plus il y a de recettes pour pouvoir investir, rattraper les retards d'investissement dans les infrastructures, etc. Donc on va avoir besoin d'un pilotage plus fin de la tarification de l'eau pour s'assurer qu'on poursuive un objectif qui est triple et qui est compliqué pour les élus locaux. C'est à la fois trajectoire de sobriété, équité, parce qu'il faut avoir un prix de l'eau qui soit soutenable. On est sur un service d'eau et d'assainissement qui est un droit humain. Et puis en même temps, pouvoir soutenir des investissements qui vont être renforcés. C'est le premier facteur. Deuxième facteur, la qualité de l'eau. Alors si vous écoutez un peu les informations, vous allez voir que tous les jours, on va vous parler de ce qu'on appelle ces polluants émergents qui en réalité sont dans les ressources en eau depuis plusieurs décennies. Je pense aux PFAS, je pense aux pesticides, je pense aussi aux microplastiques. C'est pour ça que vous me voyez avec un verre d'eau et pas une bouteille plastique devant moi. Ce sont des enjeux qui sont en train de vraiment progresser à la fois dans l'opinion publique, dans le milieu des médecins, dans le milieu sanitaire, parce qu'on mesure mieux les impacts liés à la qualité de l'eau, que ce soit l'eau brute ou l'eau potable, sur la santé humaine. On a des capacités de détection qui progressent, c'est-à-dire que les polluants dans l'eau qu'on ne détectait pas il y a 10 ans, on arrive à les détecter aujourd'hui. Donc on a une connaissance renforcée aujourd'hui. Et il y a une réglementation qui évolue en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a des interdictions pour certains secteurs industriels d'utilisation des PFAS dans leur processus. On a une réglementation qui se renforce à la fois sur l'eau potable et sur les eaux usées. Donc on va dire que les autorités sanitaires convainquent le législateur de mettre en place des outils pour qu'on on surveille davantage les polluants dans l'eau. Ça, c'est un élément de contexte majeur. Et dans ce contexte, l'usager, il a besoin d'être informé, j'allais dire toujours plus informé, parce que s'il veut avoir confiance à la fois dans les politiques publiques qui sont mises en place pour protéger la qualité de l'eau, notamment par la prévention, s'il veut avoir confiance dans les traitements qui sont mis en place conformément à la réglementation et boire de l'eau potable sans être inquiet, il faut aussi qu'il ait accès directement à cette information. Donc l'Internet des objets va permettre aussi d'associer le consommateur par le biais d'alertes, si jamais il y a une problématique de non-conformité temporaire, ou par le biais, je vous donne un exemple, d'une application comme Eau chez moi, qui est développée par le Centre d'information sur l'eau, et qui vise à collecter toute la data publiée par les ARS sur une période de plusieurs années, pour savoir quelle est la qualité de l'eau en continu.
Il y a un enjeu de conviction des usagers, parce que l'eau potable, on l'ingère, donc il y a une dimension à la fois symbolique et sanitaire très forte. Donc c'est important qu'on puisse accompagner aussi les usagers sur ce terrain-là. Et puis peut-être le dernier facteur de changement, puisque nous sommes des opérateurs d'eau, c'est l'évolution des métiers de l'eau. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait des opérateurs dont les collaborateurs, il y a 28 000 salariés des entreprises de l'eau en France, étaient principalement concentrés sur des missions, j'allais dire, traditionnelles, et c'est très noble, à savoir le captage de l'eau, le traitement de l'eau, etc. Aujourd'hui, on voit nos métiers évoluer vers une gestion beaucoup plus intégrée de la ressource en eau, d'amont en aval. C'est évidemment très intéressant parce que c'est une gestion intégrée du cycle de l'eau, donc c'est une approche qui est intellectuellement très intéressante pour les collaborateurs. Ça suppose aussi de maîtriser ou de développer les outils numériques dont on va parler juste après. Je vous donne 2 exemples. Avec les jumeaux numériques, par exemple, parce que là, c'est très intéressant pour les collaborateurs de nos entreprises d'utiliser en permanence les données de terrain qui remontent pour pouvoir faire des représentations d'une dynamique des infrastructures et pouvoir éclairer la décision publique en matière de gestion de l'eau, de gestion de la ressource, de modélisation des infrastructures. Un deuxième exemple avec l'optimisation énergétique, ça devient un objectif pour nos équipements, pour les infrastructures des services d'eau d'assainissement. Il y a une directive européenne qui vise la neutralité énergétique du secteur de l'assainissement en France. Donc ça suppose de développer les filières biométhane et toutes les autres sources d'énergie verte. Ça implique une évolution aussi des métiers dans nos entreprises vers davantage d'utilisation, notamment de l'intelligence artificielle. Et c'est en ce sens que les solutions que vous allez nous proposer, elles mettent en lumière à la fois comment on peut renforcer le pilotage par les collectivités des services, et c'est une très bonne nouvelle. Le président Régis Banquet disait que c'était un sujet qui était éminemment politique, mais donner plus de moyens aux collectivités d'agir, il me semble que ça s'inscrit pleinement dans cet objectif. Et puis ça permet de consolider la relation usagée, et on sait qu'aujourd'hui, nos concitoyens, ils ont besoin de réponses à leurs questions. Merci beaucoup Aurélie. Je vous invite à applaudir Aurélie Collat pour la FP2E qui effectivement souligne cette question. Alors gérer l'eau, c'est avoir de la donnée, et je suis assez content d'avoir donné le mot de la fin à Alexis Semama, notre expert de la donnée, sur cette table ronde. Et c'est à ce titre-là que Infranum, Fédération des acteurs des infrastructures numériques, a créé un groupe de travail sur l'eau spécifiquement. Astrid, je vais t'inviter à nous en dire un peu plus. Il est peut-être pas... faut monter le... Voilà. Là, c'est bon. Et là, on t'entend, impeccable. Parfait. Tout à fait. Effectivement, comme tu le disais bien, Sébastien, donc je représente Infranum, qui est une fédération des acteurs des infrastructures numériques, de la fibre au capteur IoT, en passant par l'hébergement, les plateformes, le réseau, évidemment, les cœurs de réseau et tous les sujets qui y attellent. Avant de dire un mot sur le GTO, je voulais juste revenir sur un élément de contexte dont on a parlé l'an dernier à la BOC précédente, qui est l'Observatoire des territoires connectés et durables, que nous réalisons chaque année avec la FNCCR et la Banque des territoires. Spécifiquement sur l'eau, l'an dernier, nous avions étudié le ROI économique et environnemental des 5 cas d'usage majeurs des territoires connectés et durables, dont l'eau. Et on en était ressorti avec des chiffres assez probants. Plus de 800 millions de mètres cubes d'eau économisés sur 10 ans en installant juste le cas d'usage de la télérelève. Et 38 kilotonnes de CO2 économisées en comptant l'impact CO2 des capteurs et en retirant évidemment les déplacements économisés en passant à de la télérelève. Donc ce sont des éléments qui sont motivants, qui prônent l'arrivée de l'IoT, et d'ailleurs on le voit, l'adoption de la télérelève s'accélère. Cependant, c'est aussi un ROI qui est conditionné par l'adoption et par la mutualisation. Et on sait que, comme on venait de le dire, la gouvernance de l'eau, c'est un secteur compliqué, fragmenté. Autant l'adoption de l'IoT sur le secteur de l'énergie ou sur le déploiement de réseaux LoRa au niveau des structures de mutualisation type syndicat du numérique, c'est en marche. Autant sur la partie de l'eau, il y a toujours cet enjeu de synchroniser les différents acteurs et de synchroniser aussi le déploiement du réseau LoRa avec le déploiement de la télérelève d'autre part. On a donc décidé de faire un groupe de travail spécifique sur l'eau
qui se basait sur à la fois le retour de nos membres, qui sont du coup experts techniques, on va dire, et puis des entretiens avec les membres de la FNCCRO qu'on a pu mobiliser, donc des régies, des syndicats d'eau qui nous ont fait part de leur retour sur différents cas d'usage. Et on a dépassé un petit peu le champ de la télérelève en rajoutant 10 cas d'usage qu'on voit aujourd'hui émerger. Donc on peut penser à la télérelève à la fois individuelle mais aussi industrielle. On peut penser à la sectorisation, suivi de la qualité de l'eau, suivi des équipements, comme vous le disiez, du réseau, suivi de la ressource en milieu libre, en milieu confiné, suivi des effluents, suivi des steppes, suivi des déverseurs d'orage et bien sûr anticipation des crues et des phénomènes d'inondation. Donc cette dizaine de cas d'usage, on les a explorés à la fois sur l'angle de solutions techniques, mais aussi sur les objectifs des utilisateurs, les ROI observés, ou en tout cas les retours d'expérience observés. Et le tout va former un livre blanc qui devrait normalement sortir à la rentrée prochaine et faire aussi le sujet d'une séquence à notre Université de la transition numérique des territoires qui aura lieu à Pau le 7 et le 8 octobre prochain. Cependant, je peux quand même vous donner quelques éléments déjà de teasing sur ce livrable. On revient sur beaucoup d'éléments que vous aviez mentionnés en ouverture, le besoin de compter, le besoin de suivre. Les objectifs globalement sur ces 10 cas d'usage-là peuvent se résumer en 3 objectifs. Améliorer la connaissance du réseau, que ce soit en le suivant en temps direct, mais aussi en l'analysant, en le modélisant, voire en passant effectivement à des jumeaux numériques. Intervenir plus efficacement, en intervenant sur des fuites, en réagissant à des remontées d'alerte, en pouvant anticiper la maintenance à la fois du réseau et des équipements, et faire des économies, que ce soit des économies de ressources, mais aussi des économies en consommation électrique sur le réseau, par exemple sur les pompes, et des économies sur le déplacement, mais aussi des économies de temps pour les agents, avec un gros changement des modes de travail. Donc l'IoT permet de gagner en réactivité, en cas d'urgence, permet de gérer à distance, d'éviter du coup des déplacements coûteux ou laborieux quand il y a souvent des absences, de la saisonnalité par exemple. Il permet aussi d'aller beaucoup plus loin, et je pense qu'Alexis en dira quelques mots par la suite, sur la modélisation de la ressource, l'anticipation de l'évolution de la ressource sur un bassin versant ou entre différentes collectivités, et puis de mieux entretenir le réseau. La partie technique, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a évidemment une diversité de capteurs, on a de fiers représentants de la filière française d'ailleurs de capteurs parmi nous aujourd'hui dans le salon. On peut penser à des débitmètres, des houlographes, des turbimètres, des pluviomètres, il y a vraiment une diversité de possibilités de remontée de données. Il y a aussi une diversité de connectivité, donc Sébastien, tu m'avais demandé de parler particulièrement des modèles économiques. Donc, sur le réseau, le choix de connectivité va bien sûr dépendre du cas d'usage. On a des connectivités bas débit qui sont relativement plus économes que des connectivités haut débit, évidemment, et qui peuvent bénéficier d'une approche mutualisée avec la mise en place de réseaux LoRa mutualisés qui réduisent les coûts d'abonnement. On a parfois besoin de technologies de haut débit, notamment si on a besoin d'une réactivité forte sur des cas d'usage critiques ou d'un suivi en temps réel de données très volumineuses. Dans ce cas-là, des technologies cellulaires peuvent être nécessaires. Et puis, il y a un gros sujet actuellement sur la fermeture des réseaux 2G, 3G qui n'aurait échappé à personne, en particulier dans le secteur de l'eau, qui est une opportunité aussi de déployer, par exemple, un réseau LoRa et aussi de mettre à jour les infrastructures au niveau cybersécurité. Donc le modèle économique va beaucoup dépendre du choix de connectivité, du choix d'abonnement qui est fait. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est plusieurs éléments. Nous, côté Infranum, on prône beaucoup l'interopérabilité et la mutualisation. Donc interopérabilité signifie, faites attention de ne pas vous retrouver captif d'une solution technologique, de bien séparer capteurs, réseau, hébergement, LNS, plateforme, et la possibilité de pouvoir changer de fournisseur sur un élément de la chaîne de valeur sans que ça impacte nécessairement le reste de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est très important. Et mutualisation, évidemment, on en a déjà parlé, l'Observatoire aussi en témoigne, la mutualisation permet de faire des gains puisqu'on part sur une plus grande surface de déploiement et en même temps d'avoir un déploiement qui soit sécurisé et accessible à toutes les communes. À noter d'ailleurs, on a creusé le cas des économies sur la télérelève. Il y a aussi des cas d'usage qui permettent de faire des économies directes, la consommation électrique par exemple. Il y a des cas d'usage qui ne permettent pas de faire des économies directes, mais dont la motivation n'est pas forcément économique. C'est la relation usagée, comme vous le disiez, c'est le suivi sanitaire, c'est l'amélioration de la facturation,
c'est tout simplement la perception des usagers qui se disent pourquoi je ne peux pas suivre ma consommation d'eau en direct, on est en 2026, ça devrait être possible. Donc on a des syndicats qui nous ont dit on essaye de passer de la préhistoire à la modernité et c'est un peu la marge de l'histoire. Je ne peux peut-être pas couvrir tous les sujets, mais on couvrira aussi les sujets de financement dans le livrable, notamment tout ce qui est plan pluriannuel côté des agences de l'eau. On voit qu'elles financent l'installation de compteurs, pas sur la télérelève, mais sur les autres cas d'usage. Il y a vraiment des chemins d'accès intéressants aux subventions pour l'installation. Des mises en garde sur tout ce qui est les exigences que vous pouvez mettre dans vos cahiers des charges, sur la durée de vie des batteries, sur les questions de couverture, par exemple. Et puis enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une énorme potentialité sur le numérique dans le suivi de l'eau. On en a parlé hier, Guillaume Rochette mentionnait l'étude d'unicité sur le sujet. Il y a énormément de cas d'usage potentiels qui peuvent se déployer, puisqu'on est vraiment sur un enjeu, comme vous le disiez, d'efficience tarifaire, d'efficience énergétique, d'efficience sur les modes de travail et des usages futurs à anticiper, les jumeaux numériques, l'utilisation de l'intelligence artificielle, tant d'usages où on a besoin d'une donnée de qualité qui soit qualifiée, qui soit fiable. Et c'est aujourd'hui que ça se joue d'accéder à cette donnée-là grâce au déploiement de l'IoT. Merci, bravo Astrid. Dans ce témoignage sur les travaux du groupe de travail eau d'Infranum, on voit bien qu'effectivement la filière numérique est extrêmement mobilisée sur ces sujets parce qu'on l'a compris, c'est la condition de possibilité finalement d'une gestion fine et intelligente de l'eau. Donc on a deux exemples avec nous. On a donc Geoffrey Boutoil qui est le DGS de Haute-Saône numérique. Donc je vais te suivre, moi j'afficherai pendant que tu avanceras. Et puis on a Antoine Thuillet pour Manche numérique qui vont nous dire comment eux aujourd'hui ils prennent en charge ce sujet de la gestion de l'eau, notamment souvent à travers la télérelève, mais pas que. Oui, alors merci. On va défiler, mais avant de commencer dans le vif du sujet concernant la gestion de l'eau, moi j'aime bien faire une petite fiche d'identité du département de la Haute-Saône, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre les projets si on ne s'intéresse pas au territoire, ce qui fait ses forces et entre guillemets ses faiblesses. Donc la Haute-Saône, c'est 233 000 habitants sur à peu près 5400 km², donc ça fait quand même que 44 habitants au kilomètre carré, pardon. C'est un département rural, agricole, mais aussi industriel. On a plus de 20% des emplois qui sont d'ordre industriel en Haute-Saône. Et donc ça conditionne aussi beaucoup de choses, beaucoup de choix. Concernant la gestion de l'eau, on a eu aussi, comme dans d'autres territoires, finalement, une prise de conscience il y a déjà quelques années des élus avec la multiplication des épisodes de sécheresse, de stress hydrique, d'arrêtés préfectoraux qui viennent limiter non seulement l'agriculture, mais aussi l'industrie. Fort de ces constats, les élus, et en particulier le président de l'époque du département, avait décidé finalement de lancer une étude, bien que ce ne soit pas une compétence directe du département, à l'échelle finalement de tout le département. Et ça nous a appris beaucoup de choses, en particulier nous à Haute-Saône numérique, syndicat mixte, d'abord orienté vers le déploiement du très haut débit, maintenant beaucoup plus orienté sur les services, solutions numériques au service du territoire. Et dans cette étude qui a commencé en 2022 et qui a pris beaucoup de temps quand même, c'est pas si facile que ça d'agréger toutes les données d'un territoire à l'échelle d'un département. On s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte, et notamment quand on a designé nos projets, qu'il y avait 231 unités de gestion de l'eau en Haute-Saône. Donc certaines petites communes, on le verra dans le PowerPoint, des syndicats un peu plus gros, des Comcom, voilà, une com d'agglo. C'est aussi 47 DSP différentes. Voilà. Donc c'est pas si facile que ça. On a globalement un taux de rendement de 81% à l'échelle du département et c'est 20 millions de mètres cubes distribués. Donc, fort de ce constat-là, nous, Haute-Saône numérique, on n'a pas été directement sur la gestion de l'eau. En fait, pour tout vous dire, on s'est attaqué à des expérimentations avec une palette la plus large possible de cas d'usage. Alors, la toute première expérimentation, on avait 13 cas d'usage différents.
Voilà, on les a cités, vous les connaissez. Sur l'extension de l'expérimentation, on a une vingtaine de cas d'usage. Par contre, j'allais dire qu'on s'est fait un petit peu rattraper par la patrouille et la gestion de l'eau est venue s'imposer à nous selon les demandes du territoire. Donc les enjeux pour la Haute-Saône sur la gestion de l'eau, c'est un peu comme partout, hein, finalement, c'est préserver la ressource essentiellement en améliorant les process de distribution, de production, et j'allais dire à terme d'avoir une gestion un peu plus prédictive, en tout cas la plus prédictive possible sur la ressource. Alors pour faire ça, quel est l'apport de l'IoT? Finalement, c'est en premier lieu, c'est de mesurer, d'avoir des capacités de mesure qu'on n'avait pas jusqu'alors et surtout des capacités de mesure qui sont mutualisées, partagées, qui arrivent, on le verra un peu plus tard, dans une plateforme unifiée. Donc une fois qu'on a fait ces mesures, on peut analyser, piloter, alerter aussi les gestionnaires de l'eau, sachant, un point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous, on n'est pas gestionnaire de l'eau. On essaye d'être fournisseur de solutions. C'est pour ça qu'on écoute beaucoup les territoires et on fait, j'allais dire, à chaque fois du sur-mesure. Hein. Si une collectivité nous demande de faire quelque chose, on essaye de s'adapter. On le verra, mais il y a quand même des projets qui sont différents sur le territoire. Je vais passer sur ce qu'on fait réellement. Donc aujourd'hui, on déploie un réseau LoRaWAN comme beaucoup d'autres territoires en France, comme beaucoup de départements, comme beaucoup de syndicats mixtes. On a en projet 120 gateways, 119 pour être précis, qui sont déjà en études finalisées. On en a déployé une trentaine et je pense qu'avant la fin d'année, on aura déployé une cinquantaine de plus. Alors une fois qu'on a cette infrastructure, cette connectivité, bien sûr, il faut arriver finalement à collecter la donnée et à mettre tout cela dans un hyperviseur, en sachant que, je le dirais comme ça, c'est que le terme d'hyperviseur est un peu simplificateur pour nous, puisque notre approche, elle n'a pas été justement d'être ultra centrée sur un cas d'usage et d'être technicien d'un usage. Elle a été de mettre en place d'emblée, on s'est attaqué à ça en premier d'abord, à mettre en place une plateforme généraliste de la donnée territoriale. Et le cas d'usage de l'eau, c'est un cas d'usage particulier, mais au sein de cette plateforme, on essaye d'agréger 100% de nos outils, nos solutions numériques, qui incluent le SIG départemental mutualisé, des applicatifs métiers, par exemple sur la gestion du SPANC, sur le système d'information routier patrimonial, etc., etc. Et le cas d'usage de l'eau est un cas d'usage parmi N cas d'usage qu'on a au sein de la même plateforme. Donc bien sûr, hein, cette plateforme et cet hyperviseur sur l'eau servent essentiellement à automatiser non seulement la collecte, mais aussi finalement le reporting, l'observatoire et l'alerting des gestionnaires. Télérelève de l'eau, donc je le disais parce qu'en fait on a commencé vraiment tout petit avec une ambition plutôt expérimentale sur une toute petite commune, hein, puisque le premier déploiement opérationnel a été fait sur une commune qui s'appelle La Rochelle, et ce n'est pas une blague, mais qui concernait uniquement 36 compteurs d'eau, et quand on a fait les 36 compteurs, on a fait toute la commune. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on commence modeste, mais l'idée c'est de commencer. C'est le premier pas qui coûte, après ça avance. Donc on a plusieurs projets engagés, 6 collectivités en phase mature qui représentent 12 800 compteurs d'eau et 4 collectivités en études. Parmi ces collectivités, on a des strates quand même très différentes entre la petite commune de 36 compteurs et un syndicat de 5000 compteurs, qui gère 5000 compteurs sur notre département. Voilà. Bon, la télégestion, lutter contre les fuites, optimiser les réseaux, mais ça, c'est ce qu'on l'a déjà dit. Ce que je voulais dire par rapport à cette slide, c'est que en fait, on essaye vraiment de faire du sur-mesure et en fonction de la maturité du gestionnaire de l'eau, on fait aussi des choses différentes, en particulier, notamment l'instrumentation un peu plus avancée du réseau. En particulier sur des compteurs de sectorisation, on en a 57 qui sont prévus de déployer et au plus, j'allais dire, on instrumente, au plus il faut que la plateforme derrière soit capable d'ingérer les données et d'en faire quelque chose d'utile.
Bien sûr, donc c'est l'objectif pour nous, hein, c'est d'avoir finalement une espèce d'industrialisation très générale, très globale de la production, de la distribution, du traitement de l'eau, avec des ambitions. En tout cas, comme je le disais, on sert les projets des collectivités, hein. Certaines nous demandent de faire du suivi électrique des installations, bien sûr des niveaux des réservoirs, mais aussi des nappes phréatiques. On nous demande aujourd'hui de faire même finalement une espèce de GTB, même jusqu'à l'anti-intrusion dans les organes de gestion de l'eau, etc. Et on le verra, mais on cherche aussi finalement à faire ce qui a été dit sur cette table ronde, et même ici, enfin hier, sur finalement de corréler la qualité de l'eau avec des phénomènes météo, des choses de ce type-là, avec à terme, puisqu'on l'a cité aussi, des jumeaux numériques qui pourraient être un peu cognitifs et modéliser des différents scénarios. Donc globalement, c'est une ambition qui est départementale. On ne le fera pas tout seul. De toute façon, on est incapable de le faire tout seul. On est obligé de travailler avec le territoire, avec les gestionnaires de l'eau, peut-être aussi avec le département qui a décidé de prendre les choses en main, avec aussi des études à grande échelle avec le BRGM, etc. Enfin, voilà, pour conclure, hein, juste dire que l'IoT, c'est pas seulement un outil de supervision pour nous, c'est une forme, enfin c'est des solutions qui permettent surtout aux gestionnaires de l'eau de préserver la ressource, d'avoir une gestion optimisée, qui va aller jusqu'au finalement à renseigner, à donner des informations un peu plus avancées au client final, qui est le citoyen, qui a son compteur connecté, mais aussi ce qu'on cherche à faire finalement, c'est à agréger ces données dans un observatoire unique départemental et de le mettre à disposition finalement de tout le monde. Alors, un des objectifs qu'avait notre président, c'était de pouvoir d'avoir des données et avoir des données objectivables dans la prise d'arrêté sécheresse. Ouais. Merci beaucoup Geoffrey, on t'applaudit. Et donc on part quand même d'un constat d'un émiettement considérable de cette compétence-là. Et petit à petit, grâce à ce travail sur la donnée portée par Haute-Saône Numérique, on arrive petit à petit à agréger les données qui vont permettre une gouvernance peut-être demain un peu plus globale de cette gestion de l'eau et participative, on l'a vu, puisque le consommateur, il est au cœur du dispositif. Antoine, est-ce que dans la Manche, le constat de départ, c'est aussi cet émiettement de la compétence? Est-ce que la copie est à peu près la même? Fais-moi signe pour que je passe tes slides en lien avec ce que tu nous dis. Alors oui, effectivement, dans la Manche, quand on avait... il s'est passé un certain temps entre le moment où on a commencé à réfléchir au sein de Manche Numérique au potentiel déploiement d'un réseau LoRaWAN et au moment où on est vraiment passé à l'action. Je vais simplement revenir du coup sur le rétro-planning de notre projet. Et concrètement, on a commencé à réfléchir début 2023 avec un partenaire, hein, le syndicat d'électrification de la Manche, au potentiel déploiement d'un réseau LoRa sur le territoire. Et cette réflexion, on l'a menée dans le cadre d'un schéma directeur. Ce schéma directeur, il nous a appris plusieurs choses et il nous sert aujourd'hui de feuille de route claire pour décider ou non d'aller déployer le réseau LoRa sur une toute ou partie du territoire de la Manche. Mais on est sur un point de départ énergie. On est exactement au début sur un angle d'attaque. Manche Numérique et le SDEM se mettent à discuter en parlant du cas d'usage du coup qui intéresse le SDEM, les horloges connectées. Alors, le premier enseignement de notre schéma directeur, il est finalement que les horloges connectées, certes, il y en a beaucoup, ça se compte en milliers, mais compter en milliers quand on parle de réseau LoRaWAN, c'est pas suffisant. Pour justifier économiqut, on va dire, le déploiement, alors je reviendrai un tout petit peu après là sur notre modèle économique, hein, puisque il est assez singulier, mais pour justifier le déploiement en régie, nous, d'un réseau LoRaWAN, il ne faut pas compter en milliers, il faut compter en centaines de milliers. Et c'est comme ça qu'on arrive à réellement amortir les investissements que le SDROC nous dit devoir faire pour déployer une couverture suffisante sur le département.
Donc justement, aujourd'hui, ma mission, c'est plutôt de vous parler des freins au déploiement, plus que du succès qu'on rencontre actuellement sur l'un de nos territoires. Donc on est très fiers finalement aujourd'hui d'avoir réussi à déployer notre réseau LoRaWAN sur un EPCI complet, à savoir celui de Saint-Lô-Aglo. C'est une réussite, on a déployé 35 passerelles, en 6 mois il y a 20 000 objets qui ont été déclarés dans le réseau et il y en a plus de 95% qui remontent des données dans le réseau. Donc c'est un taux de connectivité dont on est très satisfait. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste encore 7 EPCI à aller chercher. Et en 3 ans, donc, le constat est simple, hein, on est parvenu à aller en chercher 1 sur 7. Alors pourquoi autant de latence finalement dans le déploiement? C'est l'objet de ma diapositive suivante. C'est que finalement, quand on met en parallèle 2 choses, à gauche, le portage de la compétence L1425.1 sur le territoire de la Manche, à savoir l'aménagement numérique, c'est simple, c'est un seul organe, Manche numérique. Et dans notre modèle économique, puisque nous, on vise à déployer, à faire une offre de connectivité LoRaWAN, on se place côté offre. Côté offre, on n'a pas trop de problème à se mettre d'accord avec nous-mêmes, donc l'offre, elle est rapidement prête. Par contre, quand on dresse du coup le portrait robot et le portrait de la demande, sachant que notre schéma directeur nous dit vous ne pouvez pas vous soustraire au dialogue avec les acteurs de l'eau, puisque la télérelève des compteurs d'eau est à date le seul cas d'usage qui emporte vos centaines de milliers d'objets dont vous avez besoin pour amortir votre réseau. Donc là, la carte que j'ai rapidement dressée, c'était le diagnostic en 2024 du portage de la gouvernance de l'eau sur le département de la Manche, d'une part, et le sous-détail au sein de cette gouvernance des différents modes de gestion en régie, en DSP, etc. Et alors, une fois qu'on a dit... Quand on met en parallèle ces 2 cartes, évidemment, ça veut dire que l'offre a beau se mettre d'accord assez rapidement avec elle-même, après l'offre, elle doit aller rencontrer la demande. Et c'est là que ça devient particulièrement qu'on s'inscrit dans du temps long. Parce que c'est autant de sous-projets qu'il faut aller mener avec chacun des acteurs. Autant de micro-planning, autant d'acteurs à aller chercher. Et quand on va chercher ces acteurs, en plus, c'est pas une seule personne au sein de ces acteurs-là avec qui il faut discuter. Chez ces acteurs-là, il y a la partie élue, gouvernance, politique, et il y a aussi la partie technique. Il faut convaincre l'un et il faut convaincre l'autre, ensemble. Un seul des deux qui n'adhère pas finalement à la démarche. Ça marche pas. Ça marche pas. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, justement, parce que c'est le propos. Et donc voilà, pour les convaincre, on a des moyens pour convaincre. Je ne vais pas rentrer dans le détail des moyens pour convaincre, parce que nous, finalement, on est des experts du numérique et in fine pas de la gestion de la compétence eau. Mais c'est là que, encore une fois, on se retrouve dans des situations un peu particulières, à aller discuter avec des régies et autres, nous, experts du numérique, à essayer de les convaincre du bienfait de faire de la télérelève pour aller mieux gérer leurs ressources, alors que moi, à la base, la gestion de leurs ressources en eau, c'est pas mon métier, hein. C'est leur. Et donc, on se retrouve comme ça dans un travail de conviction nécessaire, à la fois auprès des techniciens, avec un rôle un peu inversé avec l'expert du numérique qui a l'impression d'aller faire de l'ingérence dans le métier de et l'autre qui dit, mais de quoi tu te mêles, tu connais rien. Et puis, à côté de ça aussi, du côté des élus, énormément de travail de pédagogie pour leur faire accepter le fait que peut-être que c'est immédiatement des coûts supplémentaires en termes d'investissement et éventuellement de fonctionnement, mais que tout ça, il faut lever le voile sur tout ce que ça peut permettre d'économie, de réorganisation et de meilleure gestion à la fois de la ressource, mais en même temps des finances globalement de tout le monde, hein, parce que un chiffre, par exemple, alors quand on parle de télérelève, souvent on nous oppose, oui, mais vous ne serez jamais capable d'aller chercher 100%, par exemple, de télérelève effective sur un territoire. Bon, il y a un chiffre que j'ai appris il y a assez peu de temps sur une grande ville de la Manche.
quand on fait de la relève manuelle, le taux de succès, il n'est pas de 100%. Il n'est pas de 100% du tout, il est même de 84%. 84% aujourd'hui, on le met en parallèle de la couverture de notre réseau, et on se dit, mais finalement, en fait, c'est même pas un sujet, il n'y a pas à rougir. Et puis, j'ai pas l'impression finalement que l'élu qui me demande 100% ait lui-même conscience que finalement, en relève manuelle aujourd'hui, il n'a pas 100%. Voilà. Donc, mais on est obligé de finalement nous de sortir de notre zone de confort, un expert du numérique, pour aller s'intéresser directement au cas d'usage de l'eau. Alors, je fais un focus aujourd'hui sur le cas d'usage de l'eau, mais c'est pas le seul cas d'usage qu'il faut porter. Hein. On devient in fine aussi des experts du stationnement, des experts des déchets, voilà, et autres. Et on est obligé du coup d'aller prêcher, et d'aller parler avec différents corps de métier. Voilà. Mais ça prend énormément de temps parce que là on fait un petit focus sur la gestion de l'eau. Mais derrière, on peut en dire autant sur la gestion des déchets, on peut en dire autant sur la gestion de l'assainissement, etc. Voilà, donc c'est tout ça qui implique que les projets de déploiement au réseau LoRa prennent finalement beaucoup de temps. Merci, on applaudit Antoine. Merci beaucoup pour ce témoignage, voilà, qui nous rappelle à la réalité de l'innovation. Hein. À chaque fois, c'est ce chemin de l'innovation dans lequel des gens comme Guillaume accompagnent un certain nombre de territoires justement sur ce volet stratégique et ces enjeux finalement à la fois de pédagogie mais aussi de conduite du changement des pratiques et de mise en réseau d'acteurs avec peut-être tu feras un focus sur un territoire qui a démarré son questionnement tout de suite avec l'ensemble des syndicats et des acteurs en se disant on part tout de suite ensemble plutôt que de se retrouver au milieu de la route en ayant déjà fait des trucs qui vont pas ensemble. Donc je te laisse nous raconter le point de vue donc côté Tactis et ton témoignage client. Bien, merci Sébastien. Et en fait, je vais m'inscrire pas mal dans la continuité du discours d'Antoine en fait. Avant de rentrer dans le sujet de ce client qui est le territoire de l'Ardèche, parler très rapidement de la mutualisation et de ce qui peut ne pas fonctionner. Hein, puisqu'on est entre nous, le but c'est aussi de partager un retour d'expérience. Oui, c'est d'éviter aux autres les trucs qu'on a pris nous-mêmes. Oui. Voilà, plutôt que de ne pas savoir au fond pourquoi ça marche, et savoir bien identifier pourquoi ça marche pas. Et en fait, ces modèles de mutualisation qu'on a quand même pas mal hérité avec la culture du plan France très haut débit, et ce qui est quand même très appréciable en France, ces modèles de mutualisation, quand ça marche pas, c'est rarement un sujet technique. Alors, Antoine en a parlé un petit peu. Parfois, il y a des désaccords sur les taux de couverture avec des syndicats qui voudraient avoir 100%. Pour les techniciens, moi, dans certains territoires, j'ai entendu des syndicats qui voulaient 95% de remontée journalière en SF11 avec 30 dB d'atténuation. C'est des trucs qu'on peut faire, mais avec des coûts qui sont totalement délirants. Plus souvent, c'est des divergences de point de vue sur les responsabilités et les risques, avec un syndicat métier qui voudrait 95% de remontée de la donnée, un syndicat mixte qui voudrait par contre s'engager sur la couverture, et c'est tout à fait naturel. Pourquoi est-ce qu'un syndicat mixte serait responsable d'un capteur qui ne capte pas alors qu'il est à 1,50 m de profondeur dans un regard en béton avec une tôle en fonte par-dessus? Pourtant, il y a certains syndicats métiers qui voudraient bien que le syndicat, l'entité mutualisatrice en tout cas, s'engage là-dessus. Pour autant, plus souvent, c'est des divergences sur la gouvernance et l'approche de construction de la mutualisation. On a des modèles qui marchent bien avec les SMO, qui sont éprouvés, qui fonctionnent très bien dans de nombreux territoires, qui permettent de concentrer l'expertise. Et ça, je vais revenir, je pense, c'est un sujet très important, notamment sur l'IoT. Mais on voit que dans certains cas, il y a des cas complexes, des petits grains de sable qui viennent se mettre dans les rouages, avec des syndicats métiers qui peuvent se sentir un peu dessaisis de ces sujets-là, de leur réseau, qui peuvent se sentir en perte de souveraineté vis-à-vis d'un actif qui devient structurant pour leur activité. Il y a des sujets de timing, Antoine en a parlé, quelque part, moi ce que je voudrais illustrer, c'est l'inverse. Vous étiez en avance et vous attendez les clients. Dans certains territoires, il y a des syndicats d'eau qui ont des subventions à mobiliser à court terme, c'est-à-dire fin 2026, fin 2027, et des entités mutualisatrices qui ne sont pas prêtes. Ça peut arriver. Et puis, on a des sujets de tarification. Et bon, c'est dommage que tu n'en aies pas parlé parce que votre sujet, votre réponse en tout cas à cette question, elle est assez intéressante. Parce que
quand un syndicat mixte arrive avec un catalogue de services à l'abonnement par capteur à l'échelle départementale, ça peut être un sujet de crispation. Parce qu'on a des structures, on a vu, c'est totalement émietté les situations des syndicats d'eau et des différentes structures à l'échelle départementale. On a des réalités de densité de capteurs qui sont différentes. Et donc l'intensité de densification va être différente sur le territoire. Et si on ne travaille pas très bien notre modèle économique, on peut avoir des situations où un acteur de l'eau peut avoir intérêt à créer son propre réseau parce que ce sera moins cher. Parce que en fait, le tarif péréqué fait que lui, sur 10 ans, c'est moins cher. On peut aussi avoir des situations un peu bizarres. On a des syndicats d'eau, sur la carte de Geoffrey, on le voyait bien tout à l'heure, des syndicats d'eau qui sont à cheval sur 2 départements, avec le département d'à côté qui a fait une initiative qui a un tarif et qui ne comprend pas que dans le département d'à côté, c'est un autre tarif. Donc, voilà, je pense que le sujet, c'est ça, et je vais rentrer maintenant dans le cas de l'Ardèche qui est assez singulier. Je pense que l'écueil, c'est d'éviter de tomber dans le sentiment pour une structure de contribuer à un modèle qu'on ne gouverne pas ou dans lequel on n'est pas partie prenante de la gouvernance et de la définition du projet lui-même. Parce que quand on a un projet de mutualisation qui, de par son modèle économique, pousse, et c'est souvent le plus gros acteur, puisque c'est la grosse agglo qui a la bonne densité et qui a les bonnes conditions économiques. Si on pousse cet acteur à sortir du projet de mutualisation, le projet de mutualisation, il est mort. Ou en tout cas, on va être obligé de revoir le tarif de l'abonnement. En tout cas, tout ça pour dire que je ne m'oppose pas au sujet. Voilà, plutôt que d'enfoncer les portes ouvertes, je voulais être un peu poil à gratter sur ces sujets-là. En tout cas, il y a des écueils à bien identifier en amont. Et le cas de l'Ardèche, il apporte un éclairage sur une façon différente d'approcher la mutualisation, parce qu'on a 2 structures, le territoire d'énergie de l'Ardèche, avec un échelon départemental, ses compétences sur l'éclairage public, sur la transition énergétique, sur l'IRVE, et puis un autre acteur, le CIDEO, donc, qui est sur un territoire plus petit, inclus dans le territoire du TE07, 35 communes, 28 000 compteurs à peu près, qui se sont mis autour d'une table, mais chacun avec leurs propres exigences, puisque les exigences vis-à-vis du réseau pour faire de l'éclairage public, ce ne sont pas les mêmes exigences que pour faire du télérelevé de compteur d'eau. Quelque part, si on loupe quelques trames sur du télérelevé de compteur d'eau, il n'y a pas mort d'homme. Sur de l'éclairage public, si on a un accident la nuit et qu'on n'est pas en capacité d'allumer des armoires publiques, là, c'est autrement plus critique. Et donc, il y a eu une phase, dès le début, de dialogue entre ces 2 entités qui ont défini un cahier des charges commun et qui a mené fin 2025 à la passation d'un marché public autour d'un groupement de commandes de ces 2 entités. Ça aurait pu être plus d'entités, en tout cas ça aurait été possible, avec différentes briques, la conception du marché, du réseau, le déploiement des passerelles, le cœur de réseau, quelques prestations unitaires pour que ça fonctionne bien, et chaque structure qui va exécuter son marché. C'est-à-dire que chaque syndicat, le TE07 d'un côté et le CIDEO, va avoir son propre marché avec le même lauréat, va être propriétaire de ces gateways. Alors, ils ne vont pas activer exactement les mêmes briques parce que le sujet, c'est bien d'avoir un même réseau. En l'occurrence, c'est le TE07 qui va porter le cœur de réseau. Et puis, voilà, chaque acteur exécute son marché, est propriétaire et va garder la maîtrise sur cette partie-là. Donc c'est vraiment une approche où on avance main dans la main. La deuxième brique de mutualisation là-dessus, enfin d'organisation, c'est un document complémentaire, c'est la convention de partenariat public-public dans lequel les 2 entités vont définir les exigences ou en tout cas les attentes qu'elles peuvent avoir l'une vis-à-vis de l'autre, puisque on va bien s'appuyer dans le territoire du CIDEO en partie sur les gateways du syndicat d'énergie et en partie sur les gateways du syndicat de l'eau et puis aussi sur le cœur de réseau qui est porté par le syndicat d'énergie. Donc il faut bien définir dans ce document-là des exigences de qualité de service et puis surtout la répartition, clé de répartition des coûts.
Et donc, c'est dans ce document qu'on va définir tout ça. Parce que c'est bien, à la fin, une économie où on se partage des coûts. Il n'y a pas de génération de valeur. Hein. Et c'est pour ça aussi, peut-être que les collectivités ont du mal parfois à aller sur ce type de réseau. Alors, pour finir, le sujet, c'est pas de choisir est-ce que c'est un SMO, est-ce que c'est une convention de partenariat public-public, c'est plutôt de construire pour moi un modèle dans lequel les usagers, et plus particulièrement les plus structurants, ceux qui ont les plus gros volumes, sont pleinement partie prenante de la gouvernance et dès l'amont du projet. Hein. Si je devais retenir un mot, ce serait coopérer sans se diluer. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. On entend bien qu'il faut effectivement partir en collectif tout de suite, bien se pencher sur les termes du contrat. Hein. En fait, ce sont des deals où il faut respecter les attendus, les exigences des autres et être capable de les entendre. Je vais demander à Alexis de nous éclairer sur cette question de la donnée, qui est finalement la variable qui change tout dans cette histoire-là, avant de donner le mot de la fin à Régis. Alexis, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alexis Sehama, je suis le directeur général d'Eridanis et on est un acteur spécialisé dans la data et l'intelligence artificielle pour le secteur public, avec un gros focus sur les collectivités territoriales et une activité côté défense. Je vais essayer de ne pas faire de redite de tout ce qui a été dit là, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Je vais juste peut-être revenir sur, finalement, ce qu'on peut faire ensuite. Puisqu'on a évoqué la problématique, on a évoqué les modèles économiques et ce que le secteur public met en place pour mesurer finalement cette problématique, mais on n'a pas encore évoqué ce qu'on fait pour résoudre la problématique. Alors déjà, il faut bien avoir quelque chose en tête. L'eau, aujourd'hui, c'est la seule ressource non produite par l'homme qui se déplace dans l'air, sur terre, sous la terre, et sans aucun contrôle. Ce qui signifie qu'on est tributaire de ce déplacement, de sa production, et finalement, on se retrouve dans 3 cas possibles. Soit il n'y a pas assez d'eau, soit il y a trop d'eau, soit elle n'est pas au bon endroit. Voilà, c'est toujours ces 3 cas qu'on essaie de résoudre. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé il n'y a pas assez d'eau, on a parlé de sécheresse, de stress hydrique, mais il ne faut pas oublier que là, il fait effectivement 45 degrés, mais dans 6 mois, on va parler encore de tempêtes, d'inondations, de zones marécageuses qui déstabilisent des constructions et les habitations, de digues, de retraits de côte, enfin bref, de tous ces sujets où finalement il y a trop d'eau ou alors elle n'est pas au bon endroit. Comment est-ce qu'on fait ça? On a une partie effectivement qui concerne les solutions IoT sur les compteurs d'eau, pour savoir déjà qui utilise de l'eau. Ça, c'est déjà un premier point. On a également des solutions IoT qui existent pour savoir où est-ce qu'il y a de l'eau, avec des mesures de cuve, avec des mesures de niveau d'eau, parfois trop, parfois pas assez. Donc déjà, si on sait où est-ce qu'il y a de l'eau et qui en a besoin, déjà on commence à avoir une part de la solution. Mais ensuite, on doit se poser la question de comment est-ce qu'elle évolue cette eau et comment est-ce qu'elle se déplace. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans la partie solution que nous, en tant qu'entreprise, en tant que filière, je pense à Infranum, puisqu'on n'est pas les seuls chez Infranum à travailler sur ces sujets-là, mais comment est-ce qu'on apporte des solutions et qu'est-ce qu'on peut proposer pour dire, ok, c'est très bien, j'ai besoin de 100, j'ai 50, je fais comment dessus? Voilà, c'est qu'on va rentrer dans des solutions, du coup, de ce qu'on appelle hypervision territoriale ou plateforme de données, un petit peu ce que Geoffrey a montré puisqu'on travaille ensemble sur ces sujets-là, avec la capacité de visualiser en temps réel et si possible en prédictif où vais-je avoir de l'eau, où est-ce qu'elle va se déplacer, à quelle vitesse elle va monter, descendre, disparaître et autres. On a des sujets sur l'eau dans tous les territoires avec lesquels on travaille. Et c'est un point commun. Avec l'énergie. Eau et énergie, c'est les 2 seuls sujets qu'on traite systématiquement dans tous les territoires avec qui on travaille. On a la chance de travailler dans le nord de la France, dans le centre de la France, dans le sud de la France et même dans les territoires ultramarins. Où qu'on aille, ces 2 thématiques, eau, énergie, priorité. On ne peut pas discuter avec ça. On a des gens qui vont travailler sur les routes, qui vont travailler sur l'éclairage, qui vont travailler sur les déchets, qui vont travailler sur le social, mais l'eau et l'énergie, c'est non négociable. Quand je dis qu'il y a de l'eau qui n'est pas au bon endroit aussi, il y a un autre point qu'on évoque et qui n'a pas été évoqué, j'en suis un petit peu surpris d'ailleurs, c'est la question des fuites. Aujourd'hui, on estime que le réseau d'eau en France, au national, on a à peu près 30 à 40% d'eau qui est perdue dans les canalisations.
Est-ce qu'on peut vraiment parler de manque d'eau ou de stress hydrique quand on a 40% de l'eau qu'on veut utiliser qui est déjà perdue sous terre dans nos canalisations? Alors après, il y a toutes les problématiques de comment est-ce qu'on fait pour trouver les fuites, parce que les lampadaires, quand on ne marche pas, ça se voit vite. Les fuites d'eau, quand elles sont enterrées et qu'elles sont construites depuis 90 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là-dessus, là encore, il y a des entreprises qui travaillent sur la détection des fuites avec de l'IA, avec des sondes acoustiques, avec des détections de vibrations, avec des détections d'humidité, avec tout un tas de systèmes. Et là, on peut essayer de construire des solutions un petit peu intéressantes. Par exemple, si on est capable de monitorer au niveau des régies d'eau les débits d'eau sur différentes jonctions, on est capable de voir en fait ce qui manque, tout simplement. Hein, ça devient un puzzle où on a, là ici j'ai 100, ça se découpe en 3 là, et ça se redécoupe en 4, mais ici j'ai plus que 95 à la fin, j'ai perdu 5 au milieu. Et là, il y a des questions d'arbitrage, et on remonte finalement du niveau technique et opérationnel au niveau dirigeant et politique. Où est-ce que j'interviens, où est-ce que je mets du budget, et où est-ce que finalement je décide de targeter mes actions sur ces réseaux d'eau. Donc finalement, je vais essayer de ne pas être trop long, hein, puisque je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé sur cette table ronde, mais finalement, si on résume les problématiques de l'eau, qu'aujourd'hui on focalise sur la sécheresse, mais que je vous dis dans 6 mois, on va très vite revenir sur les questions de trop plein d'eau, elles sont adressables d'abord par la mesure. C'est toujours la même démarche, quel que soit le sujet, quel que soit le milieu, j'observe, je comprends, j'agis. Sans ça, ça ne marche pas. Donc là-dessus, on a des syndicats numériques, des syndicats mixtes, des régies des eaux qui font un travail qui est exceptionnel. Sur l'eau, qui est un sujet particulièrement compliqué au passage, puisqu'on a vu le morcellement de ces régies d'eau. On a des régies d'eau qui gèrent 20, 30 compteurs, d'autres qui gèrent 20 000, 30 000 compteurs d'eau, donc qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Donc j'observe, je mesure, grâce à ces entités qui déploient du réseau, qui déploient des capteurs et qui déploient d'autres types de solutions, je comprends avec justement des plateformes de données qui viennent agréger l'information multisource, multi-type et multifacteur pour comprendre ce qu'il se passe. Et ensuite, j'agis en remontant, en donnant aux politiques une décision éclairée, en lui disant, voilà, aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est ça. Les scénarios qui vont se passer sont les suivants. Voici les différentes options qui s'offrent à vous, et voici à vous de donner l'ordre des choses. Voilà en essence ce que je pouvais dire pour essayer de présenter un peu la partie solution et résolution, si tant est que ce soit possible encore aujourd'hui, des sujets sur l'eau. Merci beaucoup Alexis. On l'entend dans tes derniers mots, et je me tourne vers Régis, finalement, c'est cette donnée, ce sont ces objets connectés, les remontées de données qu'ils permettent et cette mise en réseau qui redonnent finalement du pouvoir aux politiques et une capacité de gestion, et tu l'avais dit, sur le moyen et le long terme. Oui, mais je dis souvent aussi que la transition écologique ne se fera pas avec les petites fleurs et les papillons. Elle se fera avec des gros investissements qui seront portés par la collectivité au sens large. Et ces investissements importants, ils ne pourront plus être portés par des petites communes. Et c'est là qu'il faut avoir, je dirais, suffisamment de vision pour dire que ça suffit de dire ça c'est mon eau, c'est ma source, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, il faut se regrouper, et le regroupement, je dirais, naturel, il est au niveau de l'intercommunalité, mais pas que. Ça peut être des syndicats aussi, de communes qui peuvent se regrouper. Je n'ai pas de religion là-dessus, mais il faudra, quoi qu'il arrive, jouer collectif. Il faudra changer d'échelle. Changer d'échelle pour pouvoir assumer les investissements. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche aux politiques, regardez aujourd'hui les discours que j'entendais encore à la radio tout à l'heure en venant ici. On a connu une canicule en 2003. Et on n'est pas foutu d'avoir préparé les écoles, les collèges, etc. On ferme des classes, on ferme... On dit le politique, il ne fait rien dans l'anticipation, rien dans le long terme, etc. Il vit au jour le jour, et donc la France est mal gérée, quoi. Enfin, voilà ce que disent les gens aujourd'hui par rapport à l'action politique. Et la parole politique aujourd'hui, elle est dévalorisée parce que on n'a pas cette vision de long terme que peut-être on avait dans les années 60 ou 70, où on avait la capacité de dire, voilà, à horizon 20, 30, 40 ans, on va faire ça pour pouvoir, je dirais, gagner ce défi ou transformer le pays. Parce que je vais vous citer quelques exemples locaux que j'ai vécu, moi. Donc, je prends une commune que personne ne connaît ici, certainement, 70 habitants, la Bastide d'Enval. Pendant 15 ans, ils ont voulu faire une station d'épuration. Ils avaient 80% de subventions.
Mais ils n'arrivent pas à le faire parce que les 20 autres pourcents, ils ne pouvaient pas les payer. Sachant que toutes les eaux usées de cette commune n'étaient pas traitées, ça allait dans la rivière, et 1 kilomètre plus bas, dans cette même rivière, la commune d'à côté pompait l'eau pour son eau potable. Voilà, voilà. Dès que cette commune est rentrée dans l'agglo de Carcassonne, 6 mois après, elle a eu sa station d'épuration. Voilà. Ouais. Je vous donne un autre exemple. Carcassonne. Carcassonne aujourd'hui, alors j'ai mes camarades de Suez en face, là, donc je me régale de le dire, et ils seront contents que je le dise. On a négocié une DSP en 2017. Cette DSP, j'ai voulu qu'elle soit non pas sur le tarif de l'eau, mais sur la digitalisation de tous les sujets que l'on peut avoir vis-à-vis de l'eau. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, après quelques années? On a des capteurs pour détecter les fuites, on a de l'intelligence artificielle pour détecter les réseaux qu'il faut renouveler parce que c'est des réseaux qui vont bientôt être obsolètes, etc. On a des drones pour détecter les fuites. On a alors, je ne devrais pas le dire au milieu du numérique ici, mais on a même des chiens qui détectent les fuites aujourd'hui. Non, mais, et je ne plaisante pas, ils sont capables de détecter avec leur flair des fuites à 2-3 mètres sous terre. Enfin, bon, voilà, c'est exceptionnel. Mais aujourd'hui, ce que je regarde, moi, c'est le résultat. Avec les compteurs intelligents, bien sûr, où on détecte les fuites chez les particuliers, etc. C'est que la ville de Carcassonne, elle est à 91% de rendement. On est proche de l'excellence aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on a eu cette vision, je dirais, de moyen long terme en disant, voilà, il faut digitaliser, il faut avoir les outils pour pouvoir réaliser les travaux et faire les choses, je dirais, un peu intelligemment pour que cette ressource en eau soit protégée. Bilan des émissions, on économise 1 million de mètres cubes sur la ville. C'est pas rien. 1 million de mètres cubes par an d'économiser. Et donc aujourd'hui, j'estime qu'on a fait le boulot, quoi. Bon, on ne le dit pas suffisamment haut et fort. Bon, mais ça, c'est toujours pareil. La communication, elle n'est pas présente. Mais ça veut dire quoi, in fine? Ça veut dire qu'il faut se préparer à payer l'eau plus cher. Et à un moment donné, il faut se le dire. Parce qu'aujourd'hui, la facture d'eau, elle représente 0,8% du budget d'une famille. Ça représente 3% du budget d'une famille. Voilà, c'est pas difficile. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Peut-être un peu, mais pas comme l'eau. L'eau, elle est vitale quand même. Donc, il faudra avoir une autre vision sur le prix de l'eau. On a travaillé avec la FP2E sur tout un tas de stratégies qui peuvent nous permettre de rééquilibrer le modèle économique, parce que, comme elle vous l'a dit, moins on vend de volume, plus on a la sobriété, moins on a de recettes et donc de marge de manœuvre pour faire les investissements. Donc, il faudra arriver. Et moi, sous forme de boutade, je me dis que peut-être demain, alors là, on est sur les parts fixes, parts variables, sur la tarification saisonnière, la tarification progressive, etc. C'est bon. Mais peut-être que demain, l'eau, ce sera comme Internet. Vous voulez 1 giga, c'est tant par mois. Vous voulez 2 gigas, c'est tant par mois. Mais peut-être que l'eau, vous voulez 50 mètres cubes, vous allez payer tant par mois. Vous en voulez 60, ce sera tant par mois. Vous dépassez, vous casquez. À un moment donné, ça peut devenir ça. Et là, je dirais que celui qui ne sera pas vertueux sera pénalisé parce que l'eau devient quelque part peut-être une des richesses dont on n'a pas mesuré l'importance dans notre quotidien. Voilà. Merci beaucoup.